Bienvenue dans La tête d'un gérant, le podcast qui explore les coulisses de la gestion d'actifs. Je m'appelle Lisa Pacro et j'interviewe les gérants qui pilotent les portefeuilles financiers pour mieux comprendre leur façon de penser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guimel Jano, sélectionneuse de fonds, pour parler prise de décision, instinct et conviction. Alors c'est parti, entrons dans la tête d'un gérant. Bonjour Guimel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Depuis combien de temps travailles-tu dans la gestion d'actifs et en quoi consiste ton métier, s'il te plaît ? Bonjour Lisa. Alors, j'ai démarré dans la gestion d'actifs en 2012. C'était lors d'un stage d'une année au sein d'une société de gestion française. Et l'équipe que j'ai intégrée, c'était une équipe des gestions diversifiées. Et le stage avait été motivé, donc c'était lors d'une année de césure, et il avait été motivé notamment par un cours de gestion d'actifs que j'avais suivi à l'université. Ça m'a beaucoup intéressée, donc j'avais envie de voir de quoi il s'agissait plus exactement. Ça m'a motivé encore plus, ça confirmait mon choix. Et donc, j'ai continué par un master qui m'a permis à la fin d'intégrer une société de gestion pour un stage de fin d'études, toujours dans la gestion, mais cette fois-ci dans la multigestion. Et donc là, c'est quand tu me demandes en quoi consiste mon métier, donc c'est là on arrive plus précisément à ce que je fais aujourd'hui, puisque au départ, c'était de la multigestion. Donc en quoi consiste cela ? C'est aller identifier des OPC externes multi-actifs, donc c'est actions, obligations diversifiées, qui sont investis à travers soit des mandats, soit des fonds de fonds. Et par la suite, en fait, toujours dans ces mêmes milieux de la multigestion, je pourrais joindre en 2017 l'équipe analyse et sélection OPC externe qui était cette fois-ci dédiée vraiment, uniquement et spécifiquement à la recherche des gérants de ces stratégies externes. Donc l'objectif final est d'identifier les gérants, les stratégies qui nous paraissent être les plus adaptées au profil de nos clients, qui peuvent être très divers et variés. Pour pouvoir mieux identifier ces stratégies, il est nécessaire de bien connaître l'objectif final de notre client, son appétence pour le risque, son horizon d'investissement. Donc voilà, c'est des choses avec lesquelles qui nous permettent de mieux identifier ce qui peut être la stratégie la plus adaptée pour ces allocations. Et du coup, j'imagine que tu es quand même pas mal courtisé par de nombreuses sociétés de gestion. Aujourd'hui, comment fais-tu pour faire un choix parmi la pléthore d'offres de fonds qu'il y a sur le marché ? Quel est ton process pour pouvoir sélectionner et définir ce qu'il va rentrer sur l'étagère de la gestion ? Effectivement, il existe beaucoup des fonds d'investissement, beaucoup des OPC. Nous sommes contactés tous les jours, par mail, par téléphone, par tous les moyens, par des sociétés externes qui souhaitent nous présenter ces stratégies. Donc effectivement, l'information et les fonds existants sont nombreux. Mais la sélection, pour nous, repose avant tout dans un process bien structuré, qui combine à la fois et des aspects qualitatifs comme quantitatifs. Donc, on va regarder les stratégies, on va regarder comment les gens ont fait pour construire son portefeuille. On va aussi s'intéresser à l'équipe de gestion, à l'expérience, aux performances, bien évidemment, sur un point un peu plus quantitatif, à la maîtrise des risques. Donc, c'est important qu'une équipe de gestion talenteuse soit aussi bien entourée par une société qui lui permet d'avoir les outils et des équipes aussi opérationnelles qui vont venir un peu plus renforcer l'expertise du gérant. Et donc, à côté de ça, à côté des aspects, que ce soit qualitatifs ou quantitatifs que nous regardons, il y a aussi de l'expérience de l'analyste OPC qui va jouer un rôle, puisque on se rend compte qu'à force d'échanger avec les sociétés de gestion, à force de rencontrer des équipes et d'analyser des fonds sur la durée, on développe un
peu plus la capacité à détecter ce qui est solide de ce qui ne l'est pas. Et donc, au-delà de ce process, il faut que le travail soit continu, que l'exigence aussi elle soit constante, que l'on reste curieux, que l'on puisse challenger les idées que l'on a et qu'on puisse se remettre aussi en question. Donc tout ça, ça fait partie des moyens que l'on utilise pour essayer d'identifier les stratégies. Finalement, la sélection, c'est aussi une relation humaine. Hein, tu en parlais, vous arrivez avec le temps à détecter et à apprendre à voir peut-être les bonnes et les mauvaises opportunités. Tu nous as aussi parlé de process. Finalement, quelle est la place de l'homme et de l'instinct dans la sélection vis-à-vis d'un process très cadré ? Alors, je pense que l'instinct ne peut pas exister sans une base, sans qu'il y ait derrière une base solide. Donc, il n'a pas de valeur que si cet instinct est documenté et nourri par l'expérience et en plus renforcé par la donnée dont nous disposons. Je crois que dire j'ai un bon feeling ou un mauvais feeling sur un fond ne suffit pas et ça pourrait être presque inquiétant aussi vis-à-vis de nos clients. Donc il faut pouvoir justifier cette impression avec des éléments qui sont très concrets. On a parlé des différents métriques que nous, on analyse au niveau de l'équipe. Et donc, il faut que ça soit argumenté par des chiffres, par l'analyse, par l'ensemble des documents, par la comparaison qu'on fait de ces stratégies au sein de leur univers de gestion. Donc, il est possible d'avoir une intuition, mais il faut qu'elle soit challengée, qu'elle soit mise à l'épreuve. Et c'est en confrontant cet instinct avec les données que nous on dispose qu'on peut éviter le plus possible, on espère, des décisions qui sont biaisées. Alors justement, merci du rebond. On parle de biais comportementaux, c'est quand même un élément qui vient souvent peser dans la balance, un biais de confirmation, d'infirmation, et puis également voilà, la façon dont le gérant va le jour où il doit prendre des décisions. Aujourd'hui, comment intègres-tu, toi, ces biais dans ta gestion, dans ta sélection au quotidien, et comment vas-tu peut-être mettre des garde-fous en place pour éviter de prendre des paris qui seraient liés à ces biais ? Alors, oui, effectivement, on a tous des biais. On a tous des biais qui sont là même de manière très inconsciente. Je pense que ces biais peuvent aussi évoluer en fonction des contextes. Donc, on peut avoir un biais de familiarité lorsque ça fait très longtemps qu'on échange avec une société de gestion et qu'on suit une stratégie. On peut avoir aussi une surinterprétation des données passées qui vont venir impacter nos décisions. Donc, il faut rester très vigilant à tous ces biais que nous on a et qui peuvent évoluer aussi dans la durée. Et je pense que ce qui est très important et ce qui peut nous aider à en prendre conscience, c'est le fait de travailler en équipe. Parce que quand on va donner notre avis, quand on va exprimer notre avis ou notre analyse avec d'autres membres de l'équipe, lorsqu'on échange, lorsqu'on est transparent, on peut se rendre compte quand un avis que l'on a, une analyse que l'on a fait, est trop influencé par un avis personnel. Et donc, on revient toujours à la même chose. Hein, c'est la donnée dont on dispose, il faut la utiliser. Et lorsque aussi on va exposer cet avis au sein de l'équipe et que l'équipe va nous dire moi mon avis c'est un autre, c'est un peu différent pour ci, pour ça, ça peut nous permettre aussi de nous remettre en question, de remettre en question cet avis, ce biais. Donc c'est important de continuer à utiliser l'ensemble des données auxquelles on a accès. De ne pas trop se laisser dans un stade de confort, de continuer à se challenger et de confronter ces idées aussi et les compléter, les enrichir par l'avis de nos collègues. Donc c'est le pouvoir du collectif aujourd'hui qui permet en tout cas de s'assurer de ne pas avoir trop de biais ou en tout cas de gérer ces biais. Et quelle est la part de l'individualité finalement sur la décision finale dans ton process ? Est-ce que c'est une décision collective prise collectivement ou est-ce qu'à un moment donné quand même l'individualité, la connaissance de la personne qui va sélectionner va donner le point final au choix qui sera fait ?
Je pense que les deux sont importants. Les deux sont très importants. Il faut avoir des convictions. Mais le fait de travailler en équipe, le fait de travailler en collectif va permettre, comme on le disait en parlant des biais, de venir challenger cette conviction que l'on a au niveau personnel. Et ça va nous permettre aussi d'affiner un peu notre analyse et nos vues. Et c'est quelque chose auquel je tiens vraiment, qu'il y a un échange constructif, que lorsqu'on a des idées, ces idées soient partagées, soient présentées aussi aux différents membres de l'équipe, même si on est sur des classes d'actifs différentes et variées selon le profil de l'analyste. On pense avoir identifié une bonne idée pour notre liste d'achat, on va systématiquement la présenter aux autres membres de l'équipe. Et l'idée, c'est qu'autour de cette table, ça soit un lieu aussi ouvert dans lequel chaque personne, chaque analyste pourra exprimer ses avis. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager. Ce n'est pas la personne, l'analyste le plus senior, parce qu'il a cette expérience qu'il a raison. Ce n'est pas moi, en tant que responsable de l'équipe, qui aura toujours raison. Sinon, je pense qu'on n'avance pas, on ne continue pas à s'améliorer. Donc, c'est très important de construire cet avis collectif autour des profils très différents, très variés, parce que notre façon de voir les choses, ça va dépendre aussi en fonction de l'âge, ça va dépendre aussi en fonction de notre parcours, ça va dépendre de d'un tas de choses qui construisent chaque personnalité. Donc, tous ces avis vont venir enrichir cette analyse et peut-être nous permettre de nous apercevoir des choses qu'on n'avait pas du tout vues si on était resté dans notre coin à faire l'analyse tout seul. Donc, c'est important, même parfois quand on a des analystes plus juniors ou pas, ou des analystes plus seniors qui signalent un petit point d'inattention auquel on n'avait pas du tout, qu'on n'avait pas du tout regardé. Il faut, je pense, ne pas être vexé, au contraire, être ravi de pouvoir travailler au sein d'une équipe qui nous permet de donner pour nos clients, finalement, un avis et une analyse beaucoup plus complet. Donc, c'est très important. Pour moi, les collectifs, c'est très important. Mais ces collectifs permettent de continuer à construire aussi une conviction individuelle. Et ça aussi, il faut l'encourager. Il faut que quand on va présenter une analyse à un client, ça soit avec beaucoup de conviction qui est nourrie par l'ensemble des éléments qu'on a échangés ensemble, que ce soit de la donnée, mais que ce soit aussi sur cette confrontation que l'on peut avoir en challengeant nos points de vue avec nos collègues. Merci, c'est très clair. La finalité de tout ça, ça reste quand même de faire de la performance, d'avoir sélectionné le bon produit, en tout cas celui qui va répondre aux attentes des clients qui vont investir dedans. Malheureusement, on le sait tous, la performance n'est pas toujours au rendez-vous. On peut parfois avoir des déceptions par rapport aux choix qui ont été faits. Comment est-ce que toi, tu gères finalement ce droit à l'erreur, cette déception ? Qu'est-ce que ça procure chez toi et comment aujourd'hui tu vas le manager au quotidien pour avancer sur la suite des sélections ? Alors effectivement, il arrive qu'on travaille énormément sur un dossier sur lesquels on arrive à avoir de la conviction, où on va défendre cette conviction auprès de nos clients, auprès des gérants. Et puis finalement, les stratégies ne délivrent pas forcément ce qu'on attendait. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et je pense que le plus important à ces moments-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Mais je pense que ça s'applique comme dans la vie personnelle aussi. C'est lorsqu'on pense qu'on a fait des erreurs, regretter ne sert à rien. C'est plutôt se demander qu'est-ce que je peux en sortir de cette situation, qu'est-ce que je peux tirer de bon et pour continuer la prochaine fois pour essayer de l'éviter. Et donc, dans les cas de l'analyse de fonds, donc c'est important de dire est-ce que c'est lié au marché, est-ce que c'est lié à une mauvaise exécution, est-ce que c'est lié à un non-respect du procès qu'on a sélectionné, est-ce que c'est aussi le gérant, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ces stratégies, il y a des personnes qui ont aussi ses propres biais, qui sont aussi un tas de facteurs qui vont venir influencer leur travail. Donc, c'est très important d'essayer de comprendre par tous les moyens qui nous sont offerts pourquoi cette erreur s'est produite, pourquoi est-ce que cette stratégie nous déçoit. Et donc, pour
pour que cette erreur ne se reproduise pas, on va essayer de mettre des garde-fous qui peuvent être, par exemple, c'est quelque chose qui se fait systématiquement chez nous. Donc, il y a un suivi régulier des fonds. On va échanger avec les gérants aussi directement, beaucoup. Et lorsqu'on voit des fonds qui commencent peut-être à avoir des résultats un peu moins satisfaisants, on va augmenter un peu plus le nombre d'échanges qu'on a avec les gérants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et on va encore une fois, utiliser l'ensemble des éléments qu'on a à notre disposition pour mieux comprendre. Et je pense aussi que le plus important, c'est de ne pas tomber dans une sorte de complaisance et donc de se dire que l'un des risques les plus importants, c'est de s'attacher à une histoire sans voir que la réalité a changé. Donc, il faut être conscient, encore une fois, que c'est des personnes, c'est des structures aussi qui sont confrontées à des changements, que ce soit des changements de gouvernance, parce qu'il y a des changements des équipes. Les gens lui-même, il peut passer par des situations un peu spécifiques. Donc, ce qu'on a considéré à un moment donné comme un dossier robuste peut ne pas l'être demain. Et ça, je pense qu'il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on n'a pas eu raison et qu'il faut revoir un peu le dossier. Et éventuellement, on va se dire, est-ce que je peux continuer à avoir la confiance de le garder en liste d'achat pour mes clients, ou est-ce que c'est le moment peut-être de prendre une décision de sortie parce que la situation a évolué et cette stratégie ne correspond plus aux besoins de mes clients. Donc une décision pour sélectionner, une décision parfois pour sortir ou pour conserver le fonds. Très, très intéressant. Pour conclure, nos auditeurs sont eux aussi amenés à sélectionner des fonds, à les proposer à leurs clients. Si tu as un conseil ou quelque chose que tu aimerais partager avec eux aujourd'hui, qu'ils puissent repartir lors de cet échange, ce serait quoi ? Je pense que ça fait, après tout ce qu'on s'est dit, c'est un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire que il faut ne pas se fier uniquement à un passé, à un historique. Par exemple, on voit souvent le disclaimer les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Donc, on n'est pas se fier à ce passé, n'est pas se fier au label existant. Il faut essayer d'aller plus loin dans son analyse et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le fond, qui le gère, quelle est la philosophie, dans quelle situation de marché, les stratégies, pensons-nous, va performer les mieux. La cohérence aussi qui existe entre le positionnement du portefeuille et les process qui a été présentés. Et une dernière chose, c'est par rapport à la dernière question que tu m'as posée, par rapport à l'erreur. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter que même après une bonne analyse, ce qu'on considère avoir été une bonne analyse, tout ne se passera pas forcément comme prévu. Et donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et donc, c'est très important de diversifier, toujours de challenger ces idées et de rester très curieux, de continuer toujours à essayer de compléter et d'enrichir les analyses que l'on a sur les fonds. C'est très important. Parfait, merci Guimel et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Dans la tête d'un gérant, un podcast produit par Parlons Épargne by Ophi Invest. Ce contenu ne constitue en aucun cas un conseil en investissement à l'achat ou à la vente de titres ou de placements financiers. Pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et n'oubliez pas, les meilleurs investisseurs sont ceux qui se connaissent eux-mêmes.